Chaque année, pour les vacances, j'allais rendre visite à mes grands-parents, et cette année-là, j'avais décidé de rembourser intégralement leur prêt immobilier en guise de cadeau. Lorsque je leur ai annoncé la nouvelle lors du dîner de famille, ils ont manifesté une joie que je n'avais jamais vue, ce qui m'a rendue la plus heureuse des femmes. Mais lorsque je suis revenue l'année suivante et que j'ai frappé à la porte pour leur faire la surprise, j'ai vu ma sœur ouvrir et me crier « Qu'est-ce que tu veux ici ?» J'ai exigé « Où sont mes grands-parents ?» Ma mère a hurlé depuis l'arrière de la maison « Oh, on en avait marre d'eux, alors on les a laissés dans une maison de retraite. En plus, ta sœur voulait la maison pour elle, alors fiche le camp. » Papa a ajouté « Il demandait trop de travail. » Je me suis précipitée dans toutes les maisons de retraite, mais à mon grand choc, je les ai trouvées à l'hôpital. Quand le médecin m'a dit ce qu'ils avaient découvert dans le rapport, c'est là que j'ai décidé de leur faire vivre un enfer à tous. La chaleur de septembre s'accrochait encore au bitume alors que je garais la voiture dans l'allée de ce qui aurait dû être la maison de mes grands-parents. J'avais conduit 12 heures d'affilée depuis Denver, nourri uniquement de café de station-service et de l'excitation de surprendre grand-mère Ruth et grand-père Tom. Mes doigts tambourinaient contre le volant tandis que j'imaginais leur visage lorsqu'ils ouvriraient la porte. L'été dernier avait été différent. L'été dernier avait été parfait. Je revois encore les mains de grand-mère Ruth trembler en tenant la lettre de remboursement du prêt. Ses yeux, voilés par la cataracte mais toujours vifs d'intelligence, avaient parcouru le document 3 fois avant d'y croire. Grand-père Tom, lui, était simplement assis dans son fauteuil inclinable, celui dont l'accoudoir tenait avec du ruban adhésif, et il a pleuré. Vraiment pleuré. En 32 ans de vie, je n'avais jamais vu cet homme verser une larme. C'est trop, avait murmuré grand-mère, pressant le papier contre sa poitrine comme s'il pouvait disparaître. Comment as-tu réussi ça? J'avais travaillé d'arrache-pied pendant 3 ans. Des semaines de 80 heures au cabinet d'architecte, des projets en freelance les week-ends, vivant dans un studio qui coûtait moins cher que le paiement mensuel de la voiture de la plupart des gens. Chaque centime dont je n'avais pas besoin pour survivre allait sur un compte séparé intitulé « Liberté immobilière ». Mes collègues pensaient que j'étais folle. Mes amis avaient arrêté de m'inviter à sortir parce qu'ils savaient que je dirais non. Mais rien de tout cela n'importait quand j'ai vu le soulagement pur envahir les visages de mes grands-parents. Ils m'avaient élevée. Vraiment. Après que maman eut décidé que la maternité freinait son style de vie et que papa était trop occupé à gravir les échelons de l'entreprise pour remarquer l'existence de ses filles, grand-mère Ruth et grand-père Tom étaient devenus mon tout. Les vacances d'été chez eux dans le Colorado se sont transformées en étés entiers, puis en années scolaires aussi, quand les choses ont vraiment mal tourné à la maison. Ils m'ont appris à faire du vélo, m'ont aidé avec mes devoirs, se sont présentés à chaque spectacle de l'école, même quand mes propres parents ne prenaient pas la peine de venir. Ma sœur, Valérie, ne s'est jamais beaucoup souciée d'eux. Elle était toujours plus en phase avec la mentalité de nos parents, où les parents âgés étaient des inconvénients plutôt que des trésors. Mais même elle avait souri l'été dernier quand j'avais annoncé que le prêt était remboursé. Tout le monde, réuni autour de la table du dîner, se passant les plats du fameux rôti de grand-mère, semblait sincèrement heureux. À la famille, avait trinqué papa, levant son verre de vin bon marché. Et au cœur généreux de ma fille. J'aurais dû savoir que c'était trop beau pour être vrai. Maintenant, debout sur le porche avec une valise pleine de cadeaux et de biscuits faits maison soigneusement emballés dans des Tupperware, j'ai sonné. Le carillon a résonné à l'intérieur, suivi de bruits de pas. Des pas lourds qui ne correspondaient ni aux petits pas légers de ma grand-mère, ni à la démarche prudente de mon grand-père. La porte s'est ouverte brusquement et là se tenait Valérie. Ma sœur cadette, 28 ans et éternellement persuadée que tout lui était dû, me fusillait du regard comme si j'étais une démarcheuse à domicile interrompant son après-midi. Ses cheveux blonds étaient attachés en un chignon désordonné, et elle portait un pantalon de yoga qui coûtait probablement plus cher que mon budget mensuel d'épicerie. « Qu'est-ce que tu veux ici ?» Sa voix était pleine de mépris. Mon estomac s'est noué. « Val, qu'est-ce que tu fais là? Où sont grand-mère et grand-père? » Oh, pour l'amour de Dieu! La voix de maman venait de l'intérieur. Elle est apparue derrière Valérie, s'essuyant les mains sur un torchon comme si elle était chez elle. On en avait marre d'eux, alors on les a laissés dans une maison de retraite. En plus, ta sœur voulait la maison pour elle.
Alors, fiche le camp. Le monde a basculé. Je me suis agrippée au cadre de la porte pour me stabiliser. Vous avez fait quoi? Papa a émergé de ce qui était autrefois l'atelier de grand-père, une bière à la main. Il demandait trop de travail. Tu n'étais pas là pour aider, alors nous avons pris une décision de direction. La maison était là, vide. Prêt remboursé et tout. Ça semblait être du gâchis. Du gâchis? Ma voix est sortie étranglée. J'ai remboursé ce prêt pour eux, pour que grand-mère et grand-père vivent ici en paix. Valérie a levé les yeux au ciel. Eh bien, ils ne l'utilisent plus. J'avais besoin d'un endroit plus grand, et cette maison est parfaite. Tu ne t'attends pas à ce qu'ils continuent à vivre seuls à leur âge, n'est-ce pas? Ils pouvaient à peine prendre soin d'eux-mêmes. C'était un mensonge. Il y a 5 mois, nous avions discuté en visio pendant 2 heures. Grand-mère m'avait montré son jardin débordant de tomates et de courgettes. Grand-père prévoyait une partie de pêche avec son ami de l'église. Ils étaient vieux, oui, mais ils se débrouillaient très bien. Quelle maison de retraite, ai-je exigé. Maman a agité la main d'un air dédaigneux. Je ne me souviens plus du nom. Un de ces endroits à l'est de la ville. Ils vont bien. Ils ont des infirmières et tout. Donnez-moi l'adresse. On n'a rien à te donner, a sèchement répondu Valérie. C'est ma maison maintenant. Grand-mère et grand-père l'ont cédé volontairement. Volontairement? Le mot avait un goût de poison. Tu veux dire que vous avez manipulé 2 personnes âgées pour qu'elles renoncent à leur maison? Surveille tonton, a prévenu papa. Nous sommes toujours tes parents. Vous avez cessé d'être mes parents il y a bien longtemps. J'ai sorti mon téléphone, cherchant déjà les établissements pour personnes âgées. Je vais les trouver. Et quand je le ferai, vous le regretterez tous. Tu nous menaces? Maman a ri. Elle a vraiment ri. Ma chérie, tu dois accepter que les choses changent. On s'occupe de tes grands-parents. Nous avons fait le choix responsable. Le choix responsable aurait été de les laisser dans la maison que j'ai achetée pour eux. Valérie s'est avancée, son visage à quelques centimètres du mien. Dégage de ma propriété avant que j'appelle la police. J'avais envie de crier. J'avais envie de démolir la maison. Au lieu de ça, j'ai tourné les talons et je suis retournée à ma voiture avec autant de dignité que possible. Mes mains tremblaient en démarrant le moteur. Dans le rétroviseur, j'ai vu maman, papa et Valérie debout sur le porche, l'air satisfaits d'eux-mêmes. L'est de la ville comptait 4 établissements pour personnes âgées. Je les ai tous essayés. Evergreen Acre a dit qu'il n'avait pas de résident de ce nom. Sunset Meadows m'a dit la même chose. Golden Years Community et Peaceful Valley n'ont rien donné non plus. La panique a commencé à s'installer alors que le soleil déclinait. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Allô? Est-ce bien Jessica? Jessica Winters? Une voix de femme, professionnelle et prudente. Oui. Qui est à l'appareil? Je suis Stéphanie de l'hôpital Saint-Marie-S. Votre nom est inscrit comme contact principal en cas d'urgence pour Thomas et Ruth Winters. Il y a eu un incident. Le monde s'est arrêté. Quel genre d'incident? Est-ce qu'ils vont bien? Il faut que vous veniez à l'hôpital. Les médecins veulent vous parler directement. J'ai enfreint toutes les limitations de vitesse pour y arriver. Le parking de l'hôpital était un flou. L'ascenseur a mis des siècles pour atteindre le 4e étage. Une infirmière m'a dirigé vers la chambre 417, où un médecin en blouse blanche se tenait à l'extérieur, examinant un dossier. « Êtes-vous Jessica ?» a-t-il demandé. « Oui. » « Que s'est-il passé? Où sont mes grands-parents? » L'expression du docteur Patel était grave. « Votre grand-mère est stable mais sévèrement déshydratée. Votre grand-père a une pneumonie et plusieurs escarres infectés. Nous les avons trouvés dans un établissement appelé Riverside Care Center. J'ai appelé tous les établissements de l'est de la ville. Personne n'a mentionné celui-là. C'est parce que Riverside fait l'objet d'une enquête. Il se trouve à l'ouest de la ville, dans une zone industrielle.
Lorsque les ambulanciers sont arrivés cet après-midi après avoir reçu un appel anonyme, ils ont trouvé vos grands-parents dans des conditions déplorables. Literie souillée, pas de climatisation par cette chaleur, surveillance minimale du personnel. Mes jambes se sont dérobées sous moi. Le docteur Patel m'a rattrapé par le bras et m'a guidé vers une chaise. À quel point est-ce grave, ai-je murmuré. Votre grand-mère a perdu 7 kilos au cours des 4 derniers mois. Elle était allongée dans les mêmes vêtements qu'elle portait apparemment depuis des jours. Les escarres de votre grand-père sont au stade 3. L'une est infectée. S'ils étaient restés là une semaine de plus, il n'a pas fini sa phrase. Il n'en avait pas besoin. Puis-je les voir? Votre grand-mère est réveillée. Votre grand-père est sous sédatif pendant que nous traitons l'infection. Grand-mère Ruth paraissait minuscule dans le lit d'hôpital, entourée de moniteurs et de perfusions. Son visage s'est illuminé quand elle m'a vu, mais ce n'était que l'ombre de la femme vibrante que je connaissais. Ses joues étaient creuses, sa peau parcheminée et pâle. Jessie, a-t-elle soufflé. Tu es venue. J'ai approché la chaise et j'ai pris sa main, en faisant attention à la perfusion. Grand-mère, que s'est-il passé? Comment vous êtes-vous retrouvée dans cet endroit? Des larmes ont coulé sur ses joues ridées. Ta mère et Valérie sont passées en mai. Elles ont dit qu'elles s'inquiétaient pour nous, que la maison était trop grande à gérer seule. Nous leur avons dit que nous allions bien, mais elles ont insisté. Ton père est arrivé avec des papiers, a dit que c'était juste temporaire, que nous irions dans un bel établissement pour quelques mois pendant qu'il préparait la maison pour notre retour. Ils vous ont menti. Nous l'avons réalisé quand ils nous ont emmenés à Riverside. C'était horrible, Jessie. Le personnel passait à peine. La nourriture était immangeable. Ton grand-père est tombé en allant aux toilettes parce que personne n'a répondu à la sonnette d'appel. Il a eu si mal. J'avais envie de frapper un mur. Pourquoi ne m'avez-vous pas appelé? Ils nous ont pris nos téléphones. Ils ont dit que l'établissement n'autorisait pas les téléphones portables personnels pour des raisons de sécurité. Nous avons essayé d'utiliser le téléphone de la maison, mais il ne fonctionnait que pour les appels sortant vers un numéro spécifique. Le numéro de ta mère. Quand nous l'appelions pour la supplier de nous ramener à la maison, elle disait que nous faisions des histoires et qu'il fallait laisser du temps. La fureur qui montait dans ma poitrine était volcanique. Avez-vous signé quelque chose? Des documents légaux? Ton père a apporté des papiers. Il a dit que c'était juste une procuration médicale en cas d'urgence. Nous étions si confus. Il nous a pressés pour qu'on signe. Ton grand-père ne pouvait même pas le lire correctement sans ses bonnes lunettes. Où sont ces papiers maintenant? Je ne sais pas. Ils ont tout pris quand nous sommes entrés à Riverside. La respiration de grand-mère est devenue laborieuse tandis qu'elle parlait, ses mains frêles agrippant les miennes avec une force surprenante. Il y a autre chose, Jessie. Des choses que je dois te dire avant qu'ils n'essaient de raconter leur version. Prends ton temps, grand-mère. Je ne vais nulle part. Elle a fermé les yeux un instant, rassemblant ses forces. Quand ils sont venus la première fois en mai, Valérie s'est montrée si attentionnée. Elle a parcouru chaque pièce en prenant des notes sur son téléphone. Elle disait qu'elle documentait les problèmes d'entretien pour nous aider à réparer les choses. Je l'ai cru. Ton grand-père pensait qu'elle mûrissait enfin, qu'elle prenait ses responsabilités. Ma mâchoire s'est crispée. Elle cataloguait les biens. Nous l'avons compris plus tard. La semaine suivante, ta mère est arrivée avec des courses et a commencé à vérifier nos médicaments. Elle a fait tout un cinéma sur le fait que nous mélangions les doses, que c'était dangereux. Elle n'avait pas tout à fait tort. Ton grand-père avait oublié son médicament pour la tension 2 fois ce mois-là. Mais à la façon dont elle le présentait, nous étions complètement incompétents. Manipulation classique, ai-je marmonné. Te faire douter de toi-même d'abord. Puis ton père est arrivé avec cette attitude amicale que je ne lui avais pas vue depuis des années. Il a apporté du café de ce café cher du centre-ville. Il s'est assis à notre table de cuisine en agissant comme s'il se souciait de nous. Il a parlé des propriétés qu'il gérait, du nombre de clients âgés qu'il avait aidé à faire la transition vers des établissements de soins.
Il a dit que ce n'était pas renoncer à son indépendance, mais simplement être intelligent et planifier pour l'avenir. Je pouvais l'imaginer parfaitement, utilisant son charme d'agent immobilier pour leur vendre leur propre emprisonnement. Combien de fois sont-ils venus avant les papiers? 4 fois en 3 semaines. À chaque visite, il semait de nouvelles graines. Ta mère a mentionné une amie dont les parents étaient tombés et n'avaient été retrouvés que 2 jours plus tard. Valérie a parlé des cambriolages dans le quartier. Ton père nous a montré des statistiques sur les accidents domestiques chez les personnes âgées. Ils ont été systématiques, construisant un dossier pour prouver que nous n'étions pas en sécurité. Une infirmière a passé la tête, fronçant les sourcils en regardant les moniteurs. Madame Winters, votre tension est élevée. Vous devez vous calmer. Je dois tout lui dire, a insisté grand-mère, avant d'oublier ou avant qu'il ne me fasse douter de ce qui s'est réellement passé. L'infirmière m'a regardé. 5 minutes de plus. Ensuite, elle a besoin de repos. Grand-mère a serré ma main plus fort. Le jour où ils ont apporté les papiers, ils sont venus tous les 3 ensemble. Ils avaient un notaire avec eux. Une femme que ton père connaissait de son bureau. Elle nous a à peine regardés, elle a juste tamponné et signé tout ce qu'il lui a mis sous le nez. Ton père n'arrêtait pas de dire « procédure standard » et « juste une précaution ». Le langage était si compliqué, des termes juridiques que je n'avais jamais entendus. Vous ont-ils donné des copies? Ils ont dit qu'ils les enverraient par la poste. Jamais fait. Quand nous avons posé la question à ta mère lors d'un de ses appels pour prendre de nos nouvelles à Riverside, elle a dit que nous avions dû les égarer. Elle a blâmé notre mémoire. Que s'est-il passé le jour où ils vous ont emmené à l'établissement? La voix de grand-mère est tombée à un murmure. Valérie est venue le matin en disant qu'il y avait une fuite de gaz. Elle nous a fait sortir précipitamment de la maison avec juste les vêtements que nous portions et un petit sac chacun. Elle a dit que tout le reste serait apporté plus tard. Elle nous a conduits directement à Riverside. Quand nous sommes arrivés et avons vu à quel point c'était délabré, ton grand-père a essayé de refuser. Il a dit que nous appellerions un taxi pour rentrer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ma vision s'est brouillée de rage. Ils ont tout planifié à la minute près. J'ai essayé de t'appeler cette première nuit. J'ai utilisé le téléphone de la chambre. Ça a sonné, puis c'est tombé sur la messagerie vocale. J'ai laissé un message, mais mes mots sont sortis confus parce que je pleurais. L'as-tu reçu? J'ai fouillé ma mémoire et mon estomac s'est retourné. J'avais reçu un message vocal en mai d'un numéro inconnu. C'était brouillé et je ne pouvais pas le comprendre. J'ai pensé que c'était un appel de spam et je l'ai supprimé. Grand-mère a hoché tristement la tête. J'ai essayé 3 autres fois. Le personnel m'a surprise à la 4e tentative et a retiré le téléphone de notre chambre. Ils ont dit que nous dérangions les autres résidents. Après ça, ils ont surveillé quand nous pouvions passer des appels et qui nous pouvions contacter. Le numéro de ta mère était le seul qu'ils composaient pour nous. C'est une conspiration criminelle, grand-mère, pas seulement un drame familial. Il y a autre chose. Elle a jeté un coup d'œil à la porte, baissant encore plus la voix. 2 semaines après notre arrivée à Riverside, une femme est venue nous rendre visite. Elle a dit qu'elle était du comté, qu'elle venait voir les résidents. Elle semblait gentille, a demandé comment nous nous adaptions. J'ai commencé à lui dire la vérité, que nous ne voulions pas être là, sur les conditions. Le membre du personnel qui se tenait à proximité a toussé bruyamment et la femme a rapidement mis fin à la visite. Plus tard, j'ai entendu ce même membre du personnel au téléphone dire que l'inspection s'était bien passée. Elle a été soudoyée ou prévenue à l'avance. C'est là que j'ai su que personne ne viendrait nous aider. C'est là que ton grand-père a cessé de se battre et est devenu silencieux. Il a abandonné, Jessie. J'ai vu l'homme que j'aime depuis 54 ans perdre tout espoir. Un sanglot s'est coincé dans ma gorge. Je suis tellement désolée de ne pas avoir su. Je suis désolée de ne pas avoir été là. Tu es là maintenant. C'est ce qui compte. L'infirmière est revenue, cette fois avec un médecin. Madame Winters a vraiment besoin de se reposer. Ses signes vitaux sont préoccupants. J'ai embrassé le front de grand-mère.
Je sais que tu le feras, ma chérie. Tu l'as toujours fait. En sortant de cette chambre d'hôpital, j'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à enregistrer un mémo vocal avec tout ce que grand-mère m'avait dit. Chaque détail comptait. Chaque manipulation qu'ils avaient utilisée deviendrait une preuve contre eux. Dans le couloir, j'ai failli percuter une assistante sociale portant un dossier épais. Êtes-vous de la famille de Thomas et Ruth Winters? Je suis leur petite fille, Jessica, le contact principal en cas d'urgence. Elle m'a fait signe d'entrer dans une petite salle de consultation. Je suis Karen Reeves, des services sociaux. Nous devons discuter de certaines préoccupations concernant la situation de vie de vos grands-parents avant leur hospitalisation. À l'intérieur de la salle, elle a étalé des papiers sur la table. Lorsque les ambulanciers sont intervenus à Riverside, ils ont tout documenté. L'administrateur de l'établissement a affirmé que vos grands-parents n'étaient résidents que depuis 2 semaines, mais leur détérioration médicale suggère des mois de négligence. La chronologie ne correspond pas. Ils sont là depuis mai, presque 4 mois. L'expression de Karen s'est durcie. Alors l'administrateur a menti au service d'urgence. C'est de l'obstruction. Pouvez-vous prouver la chronologie? J'ai sorti mon téléphone, lui montrant la conversation vidéo d'il y a 3 mois où grand-mère et grand-père avaient l'air en bonne santé et heureux dans leur propre maison. C'était début juin. Ils allaient bien. C'est une preuve cruciale. L'établissement prétend qu'ils étaient déjà en mauvaise condition à leur arrivée, essayant de rejeter la faute. Votre vidéo prouve le contraire. Elle a pris des notes rapidement. Qui a organisé leur placement à Riverside? Mes parents et ma sœur. Ils les ont forcés à céder leur maison et les ont convaincus que c'était temporaire. Karen a levé les yeux brusquement. Exploitation financière combinée à un placement forcé. Les services de protection des adultes ont-ils été contactés? Je vais les appeler ensuite. Ne le faites pas. Je ferai le signalement directement. Les cas signalés par les travailleurs sociaux sont traités en priorité. Elle a sorti une carte de visite. C'est la ligne directe de l'enquêtrice qui s'occupe des cas de maltraitance. Mentionnez mon nom. Elle accélérera le processus. Merci. Ne me remerciez pas encore. Ces cas sont difficiles à prouver. Les membres de la famille savent comment manipuler le système. Mais d'après ce que je vois ici, votre famille a été négligente. Ils ont laissé une trace. Je trouverai chaque morceau de cette trace. Karen a rassemblé ses papiers. Une dernière chose. Le dossier médical de votre grand-père montre des preuves de blessures antérieures compatibles avec des chutes ou des altercations physiques. Avait-il des problèmes avant Riverside? Jamais. Il était actif, en bonne santé, allait à la pêche tous les week-ends. Alors ces blessures se sont produites à l'établissement. Je recommande que le Conseil d'État révoque immédiatement la licence de Riverside. Mais ça, c'est juste l'établissement. Les membres de votre famille pourraient faire face à des accusations criminelles si nous pouvons prouver l'intention. Nous le prouverons. Elle m'a étudié un long moment. Vous semblez très certaine. Ils ont fait une erreur. Ils pensaient que mes grands-parents étaient sans défense, que personne ne se soucierait assez d'eux pour se battre. Ils ont sous-estimé à quel point j'aime ces gens et ce que je suis prête à faire pour les protéger. Un léger sourire a traversé le visage de Karen. Alors ils sont sur le point d'apprendre une leçon très coûteuse. Cette nuit-là, je suis restée dans un motel bon marché et j'ai passé des appels. D'abord à un ami avocat de l'université, Nathan Pierce, spécialisé dans le droit des personnes âgées, puis au service de protection des adultes via le contact de Karen, puis aux chaînes de télévision locales. À minuit, j'avais un plan en tête. Nathan m'a retrouvé dans un café le lendemain matin. C'est grave, Jess. Vraiment grave. S'ils ont forcé tes grands-parents à céder leurs droits de propriété alors qu'ils étaient diminués ou sous la contrainte, c'est de la fraude. Les conditions à Riverside pourraient entraîner des accusations de maltraitance de personnes âgées. Je veux qu'ils soient tous poursuivis. Mes parents, ma sœur, quiconque dirige cet établissement. Je peux t'aider pour tes grands-parents, mais tu auras besoin d'un détective de ton côté pour l'aspect criminel.
Il a fait glisser une carte de visite sur la table. C'est le détective Laura Morrison. Elle s'occupe des cas de maltraitance de personnes âgées. Je l'ai déjà appelée. Elle t'attend à 2 heures. Le détective Morrison était une femme pragmatique dans la quarantaine, avec des yeux vifs et une poignée de main ferme. Elle a écouté toute mon histoire sans m'interrompre, prenant des notes dans un carnet en cuir. Avez-vous une preuve du remboursement du prêt ? A-t-elle demandé. J'ai sorti les documents sur mon téléphone. Tout est là. Virement bancaire, lettre de remboursement officielle, registre montrant que la maison appartenait uniquement à Thomas et Ruth Winters. Et vous étiez en visite l'été dernier quand c'est arrivé ? Oui, nous avons eu un grand dîner de famille pour célébrer. Des photos de ce dîner ? J'ai fait défiler mon téléphone et j'en ai trouvé plusieurs. Maman levant son verre de vin. Papa avec son bras autour de grand-père. Valérie souriant vraiment, juste là. Parfait. Celles-ci établissent que tout le monde était au courant du cadeau et de son but. Maintenant, je veux que vous me racontiez tout de votre conversation à la maison hier. Chaque mot dont vous vous souvenez. J'ai raconté toute la confrontation. L'expression du détective Morrison s'est assombrie à chaque phrase. La déclaration de votre mère sur le fait d'en avoir marre d'eux est particulièrement accablante. Cela suggère un abandon en connaissance de leur vulnérabilité. Et votre sœur revendiquant la propriété montre une intention de frauder. Elle a fermé son carnet. J'ouvre une enquête. Je devrais interroger vos grands-parents quand ils seront assez forts, mais d'après ce que vous m'avez dit, nous avons des motifs pour plusieurs accusations. La justice avance lentement, mais je pousserai aussi vite que possible. En attendant, vous devez sécuriser les droits légaux de vos grands-parents. Sortez-les de cette situation de manière permanente. Nathan m'a aidé à déposer une demande de tutelle d'urgence. En 1 semaine, j'avais la garde temporaire de grand-mère et grand-père, ce qui signifiait que toute décision concernant leurs soins devait passer par moi. La première chose que j'ai faite a été de faire enquêter sur l'acte de propriété. Le document que grand-père avait signé n'était pas une procuration médicale. C'était un acte de renonciation transférant la maison à Valérie avec une clause stipulant qu'ils pouvaient résider sur la propriété tant qu'ils étaient physiquement capables de l'entretenir sans assistance. Mon père, qui travaillait dans l'immobilier, l'avait rédigé de manière délibérément vague. La deuxième partie du document, signée par un notaire, affirmait que mes grands-parents avaient volontairement conclu un accord de soins avec Riverside, renonçant à leur droit de retourner à la propriété. C'est de la fraude de personnes âgées de Manuel, a dit Nathan en tapotant les papiers. Ils ont tout manigancé. Les sortir de la maison, prétendre qu'ils ne peuvent pas l'entretenir, prendre la propriété légale. Pouvons-nous l'annuler ? Absolument. Nous argumenterons que vos grands-parents ont signé sous la contrainte, n'ont pas compris ce qu'ils signaient, et que votre père a exploité ses connaissances immobilières pour créer un document trompeur. Un juge annulera cela en un clin d'œil une fois qu'il aura entendu les circonstances. Grand-père Tom est sorti de sédation le 5e jour. Le voir réveillé mais faible a brisé quelque chose en moi. Cet homme m'avait appris à pêcher, à changer un pneu, à me défendre. Maintenant, il pouvait à peine s'asseoir sans aide. Ne pleure pas, ma petite Jessie, a-t-il dit doucement. Je suis plus solide que j'en ai l'air. Je sais, grand-père. Je vais arranger ça. Ta grand-mère m'a dit ce que tu fais. Tu n'as pas à partir en guerre pour nous. Si, je le dois. Vous êtes parti en guerre pour moi toute ma vie. C'est mon tour. Ses yeux, toujours clairs malgré tout, ont rencontré les miens. Tu as le feu de ta grand-mère. Va les réduire en cendres, ma chérie. Le processus judiciaire a avancé plus vite que prévu. En 2 semaines, un juge a examiné les preuves dans l'affaire civile de propriété et a rendu une décision préliminaire selon laquelle le transfert de propriété avait été obtenu par fraude et influence indue. Valérie a reçu l'ordre de quitter les lieux immédiatement. Mes parents ont été interdits de contacter grand-mère et grand-père sans surveillance judiciaire. Le jour où Valérie a reçu l'avis d'expulsion, elle m'a appelé. J'ai failli ne pas répondre. Tu es en train de tout gâcher, a-t-elle hurlé au téléphone. J'ai dépensé $10 000 pour rénover cet endroit.
Tu as dépensé 10 000 $ pour une maison que tu as volée à 2 personnes âgées qui ne pouvaient pas se défendre. Considère ça comme du karma. La cruauté de cette déclaration m'a coupé le souffle. Tu es un monstre. Je suis pratique. Tu as toujours été trop sentimentale. C'est le monde réel, Jessica. Les gens utilisent tous les avantages qu'ils ont. Alors ça ne te dérangera pas quand j'utiliserai les miens. On se voit au tribunal. J'ai raccroché et j'ai immédiatement transféré l'enregistrement au détective Morrison. J'avais commencé à enregistrer tous les appels avec ma famille le jour où j'ai découvert ce qu'ils avaient fait. Le détective Morrison a rappelé moins d'1 heure plus tard. Cette déclaration est de l'or en barre. Une pure conscience de sa culpabilité. Nous allons de l'avant avec les accusations. La couverture médiatique a commencé modestement. Un reportage local sur la maltraitance des personnes âgées mettant en vedette le Riverside Care Center. Puis un journaliste a creusé plus profondément et a découvert le lien entre mes grands-parents et l'établissement, et comment une famille les y avait délibérément placés. L'histoire est devenue virale. Une femme sauve ses grands-parents d'un établissement de soins abusifs après un abandon familial, a fait la une des journaux du soir. Mon téléphone a explosé de demandes d'interview. J'ai refusé la plupart d'entre elles mais j'ai accepté un article de fond avec une journaliste spécialisée dans les droits des personnes âgées. Assise en face de la journaliste Angela Martinez, j'ai raconté toute l'histoire. Elle n'a pas caché son dégoût. « Qu'est-ce qui a fait croire à votre famille qu'elle pouvait s'en tirer comme ça ?» a-t-elle demandé. Le sentiment que tout leur est dû. La cupidité. L'hypothèse que les personnes âgées n'ont pas autant d'importance que la propriété. J'ai regardé directement la caméra. Mais elles ont de l'importance. Mes grands-parents sont des êtres humains qui méritent dignité et respect. Ils m'ont tout donné en grandissant, et je refuse de laisser quiconque les traiter comme des objets jetables. L'article a été publié avec une photo de moi tenant la main de grand-mère Ruth à l'hôpital. La réponse a été écrasante. Des centaines de personnes ont partagé des histoires similaires. Des avocats m'ont contacté pour offrir une aide pro bono. Des groupes de défense des droits voulaient utiliser notre cas pour faire pression en faveur de lois plus strictes sur la protection des aînés. Maman a essayé d'appeler. Papa aussi. J'ai bloqué leur numéro et j'ai envoyé un message par l'intermédiaire de Nathan. Toute communication doit passer par un conseiller juridique uniquement. Valérie a tenté une approche différente. Elle s'est présentée à l'hôpital avec des larmes et des excuses. La sécurité l'a escortée dehors après qu'elle ait tenté de forcer l'entrée de la chambre de grand-mère. Elle a posté sur les réseaux sociaux que j'avais monté la famille les uns contre les autres et que je jouais la victime pour attirer l'attention. La section des commentaires l'a mise en pièces. Pendant ce temps, l'enquête sur le Riverside Care Center a révélé une négligence systématique affectant des dizaines de résidents. Les propriétaires ont fait face à des accusations criminelles. L'établissement a été fermé. D'autres familles se sont manifestées avec leurs propres histoires d'horreur. Et soudain, le cas de mes grands-parents est devenu le catalyseur d'un règlement de compte beaucoup plus large. L'infection de grand-père a disparu après 2 semaines d'antibiotiques. Grand-mère a repris un peu de poids avec une nutrition et des soins appropriés. Le jour de leur sortie, je les ai conduits directement à la maison. Valérie l'avait laissée en piteux état, des trous dans les murs où elle avait essayé de monter une télévision, des taches sur la moquette. L'atelier de grand-père avait été transformé en salle de sport, avec des équipements encore éparpillés. Le jardin de grand-mère était envahi par les mauvaises herbes et négligées. Grand-mère a pleuré en voyant les tomates pourrir sur les pieds. On peut arranger ça, ai-je promis. Tout ça. Au cours du mois suivant, j'ai engagé des entrepreneurs pour réparer les dégâts. Des amis de l'église se sont portés volontaires pour aider au jardin. L'ami de pêche de grand-père a apporté des outils pour réorganiser l'atelier. Lentement, la maison s'est retransformée en ce foyer chaleureux et accueillant dont je me souvenais. La date du procès est arrivée en octobre. Tout le monde était là. Mes parents, Valérie, les avocats, le détective Morrison, même quelques journalistes. La juge, une femme sévère nommée Honorable Patricia Vega, a examiné les preuves avec un soin méticuleux.
Nathan a présenté notre cas méthodiquement, l'acte frauduleux, les appels téléphoniques enregistrés, les dossiers médicaux de l'hôpital, les témoignages de grand-mère et grand-père sur la coercition qu'ils ont subie, les photos des conditions à Riverside, les relevés bancaires montrant que j'avais remboursé le prêt en cadeau avec des documents prouvant que mes grands-parents en étaient les seuls bénéficiaires prévus. La défense a tenté de faire valoir que mes parents avaient pris des décisions difficiles mais nécessaires concernant les soins aux personnes âgées, que Valérie avait agi de bonne foi, croyant que la maison avait été transférée en bonne et due forme, et que les conditions de Riverside n'étaient pas de leur responsabilité. La juge Vega n'a pas été dupe. J'ai examiné chaque élément de preuve présenté, a-t-elle dit, sa voix tranchant dans le silence du tribunal. Ce que je vois ici est un plan calculé pour escroquer 2 personnes âgées vulnérables de leur maison. Le transfert de propriété est par la présente annulé. La maison est restituée à Thomas et Ruth Winters, libres de toute charge. Valérie a eu un hoquet. Maman a saisi le bras de papa. La juge Vega n'avait pas terminé. De plus, j'ordonne à Valérie Winters de rembourser tous les frais de rénovation qu'elle a engagés, car ils ont été faits sur une propriété qu'elle n'avait aucun droit légal de modifier. Les parents, Michael et Patricia Winters, sont condamnés à payer un dédommagement pour les dépenses liées aux soins des personnes âgées et aux frais de justice. Ce tribunal trouve des preuves claires de maltraitance de personnes âgées, de fraude et d'exploitation. Votre honneur, l'avocat de papa s'est levé. Mes clients sont prêts à effectuer une restitution financière, mais ils demandent la possibilité de maintenir une relation avec leurs parents. Cela ne dépend pas de moi, a déclaré la juge Vega. Cela dépend de M et Madame Winters. Grand-père Tom s'est levé lentement, s'appuyant sur sa canne. Permission de m'adresser à la cour ? Accordé. Mon fils et sa femme ont montré qui ils sont vraiment. Ma petite-fille Valérie a prouvé qu'elle accorde plus de valeur à la propriété qu'aux personnes. Je ne veux aucun d'eux près de moi ou de ma femme. Ils sont morts pour nous. La finalité de sa voix a résonné dans la salle d'audience. Maman s'est mise à pleurer. Le visage de papa est devenu rouge. Valérie avait l'air d'avoir été giflée. La juge Vega a hoché la tête. La Cour émettra une ordonnance restrictive interdisant aux défendeurs de contacter ou d'approcher Thomas et Ruth Winters sans leur consentement écrit explicite. Cet ordre s'étend à leur propriété et à tout lieu où ils pourraient résider. C'est insensé, a crié papa. Ce sont mes parents. Alors vous auriez dû les traiter comme tels, a répondu froidement la juge Vega. Huissier, s'il y a d'autres éclats, faites sortir les défendeurs de la salle d'audience. Les poursuites pénales ont suivi. Le détective Morrison avait monté un dossier en béton. Mes parents faisaient face à des accusations de maltraitance de personnes âgées, de fraude et d'exploitation. Valérie était accusée de complicité de fraude. Les propriétaires du Riverside Care Center faisaient face à plusieurs chefs d'accusation de négligence criminelle et d'exploitation d'un établissement sans licence. La procureure chargée de l'affaire était une femme nommée Christina Ford, connue pour sa poursuite agressive des crimes en col blanc. Notre première rencontre a eu lieu dans son bureau du centre-ville, les murs tapissés de livres de droit et de distinction. Votre famille s'en est prise à la mauvaise cible, a-t-elle dit en examinant les preuves étalées devant elle. Des victimes âgées, une trace écrite claire, des aveux enregistrés. C'est le rêve d'un procureur. À quel point le dossier est-il solide, ai-je demandé. Laissez-moi vous expliquer ce que nous avons. Elle a affiché une présentation sur son ordinateur portable. Premièrement, le transfert de propriété frauduleux. Votre père a utilisé son expertise immobilière pour créer un document conçu pour tromper. Le langage confond délibérément un acte de renonciation avec une procuration médicale. Nous avons 3 experts en écriture qui témoigneront que des clauses ont été ajoutées après la signature de vos grands-parents. Ils ont modifié les documents. Plusieurs ajouts à l'encre différente. Pression du stylo différente. Votre père a été cupide et négligent. Il a ajouté la clause de capacité d'entretien plus tard pour créer une justification pour prendre la maison. Coup stupide de sa part. Elle est passée à la diapositive suivante. Je ne savais pas pour les voisins. Le détective Morrison a enquêté dans le quartier.
Elle a trouvé 2 personnes qui ont trouvé étrange qu'un camion de déménagement se présente alors que vos grands-parents étaient censés être sortis pour la journée. Un voisin a même demandé à votre sœur ce qui se passait. Vous savez ce que Valérie a dit? Quoi? Elle a dit qu'il vidait les vieilleries parce que la maison allait être mise en vente. Le témoin numéro 3 l'a entendu dire ces mots exacts. Cela prouve qu'elle savait qu'il ne reviendrait pas. Christina a lancé des fichiers audio. Troisièmement, nous avons vos conversations téléphoniques enregistrées. La déclaration de Valérie sur le fait qu'ils allaient mourir bientôt de toute façon montre sa dépravation. Le commentaire de votre mère sur le fait d'en avoir marre démontre un abandon conscient. La déclaration de votre père sur le trop de travail confirme qu'il considérait vos grands-parents comme des fardeaux plutôt que des personnes. Et Riverside lui-même? C'est là que ça devient intéressant. L'établissement fonctionnait sans licence appropriée. L'administrateur a des liens avec votre père par le biais de son entreprise immobilière. Il y a 5 ans, votre père a aidé l'administrateur à acheter le bâtiment. Ils ont une relation d'affaires depuis tout ce temps. Ma mâchoire est tombée. Papa a envoyé ses propres parents dans un établissement auquel il était lié financièrement. Pas seulement des liens financiers. Nous avons demandé ses relevés bancaires. Il a reçu 3 paiements distincts de Riverside totalisant 15 000 $ dans les mois qui ont suivi le placement de vos grands-parents. Des pots de vin pour les références. Il a profité de leur abandon. Exactement. Ce qui élève cela de la simple négligence à l'exploitation calculée. Le jury va le détester. Elle m'a ensuite montré des photographies. Des images de Riverside que les ambulanciers avaient documentées. Literie souillée, équipement cassé, nourriture périmée dans la cuisine, médicaments mal entreposés. L'établissement était une catastrophe en puissance. Nous avons 12 autres familles qui se manifestent avec des plaintes. Vos grands-parents n'étaient pas les seules victimes, juste celles dont la famille s'est battue. Combien de chefs d'accusation au total? À quel genre de peine pouvons-nous nous attendre? Christina s'est penchée en arrière dans son fauteuil. S'ils sont reconnus coupables de tous les chefs d'accusation, votre père pourrait écoper de jusqu'à 12 ans. Votre mère, 8. Valérie, 5. De manière réaliste, les primo-délinquants sans antécédents de violence obtiennent généralement des peines réduites ou une probation. Mais je vais plaider pour de la prison ferme en raison de la vulnérabilité des victimes et de la motivation financière. Ils méritent la prison. Je suis d'accord. Mais je dois vous préparer à la possibilité qu'ils s'en sortent avec une probation et un dédommagement. Le système n'est pas toujours juste. Alors je m'assurerai qu'il paie d'autres manières. Christina a souri sombrement. Voilà l'esprit. Maintenant, il y a autre chose que vous devriez savoir. Vos parents ont engagé Thomas Kirkland comme avocat. Devrais-je connaître ce nom? C'est l'un des meilleurs avocats de la défense de l'État. Spécialisé dans l'obtention de peines réduites pour les criminels en col blanc. Il va plaider que vos parents agissaient par réelle préoccupation, qu'ils croyaient que Riverside était adéquate, que le transfert de propriété était un malentendu. Mais nous avons des preuves. Nous avons beaucoup de preuves. Mais Kirkland est doué pour créer un doute raisonnable. Il dépeindra vos parents comme des enfants inquiets prenant des décisions difficiles concernant des parents vieillissants. Il dira que des erreurs ont été commises, mais qu'il n'y avait aucune intention criminelle. Il fera témoigner des témoins de moralité pour dire à quel point ce sont de bonnes personnes. Que faisons-nous? Nous les enterrons sous les faits, les documents, les enregistrements, les preuves médicales, les témoignages d'experts. Nous rendons impossible pour le jury de voir cela comme autre chose que ce que c'est, de l'exploitation et de la maltraitance. Elle a fermé son ordinateur portable. Mais j'ai besoin que vous soyez prête pour un combat. Ce ne sera ni rapide ni facile. Peu importe le temps que ça prendra. Bien, parce que des procès comme celui-ci peuvent prendre 1 an ou plus pour arriver devant un tribunal. En attendant, votre famille utilisera toutes les tactiques dilatoires possibles. Ils déposeront des requêtes, demanderont des ajournements, feront traîner les choses en espérant que vous abandonnerez ou que vous accepterez un arrangement. Je n'accepterai aucun arrangement. J'espérais que vous diriez ça. Christina s'est levée et a tendu la main.
Faisons-leur regretter d'avoir jamais pensé qu'ils pourraient s'en tirer. Le procès a été fixé 9 mois plus tard, mais les audiences préliminaires ont commencé immédiatement. Toutes les quelques semaines, il y avait une autre comparution, une autre requête en irrecevabilité, une autre tentative de Thomas Kirkland pour obtenir une réduction des charges ou l'exclusion de preuves. Lors d'une audience, il a soutenu que les conversations téléphoniques enregistrées devaient être irrecevables parce que je n'avais pas informé ma famille que j'enregistrais. Nathan s'est levé immédiatement. Votre honneur, nous sommes dans un état où le consentement d'une seule partie est requis pour un enregistrement. Mademoiselle Winters était légalement en droit d'enregistrer les conversations dont elle faisait partie. De plus, ces enregistrements contiennent des aveux directs de conduite criminelle. Les exclure serait un déni de justice. Le juge a été d'accord. Requête rejetée. Les enregistrements restent. Kirkland a tenté un autre angle. Ces enregistrements ont été obtenus sous la contrainte émotionnelle. Mes clients étaient bouleversés par un conflit familial et ont parlé de manière irréfléchie. Leurs mots ne reflètent pas leurs véritables intentions. Christina s'est levée cette fois. Votre honneur, la contrainte émotionnelle n'annule pas des aveux. Si les accusés pouvaient exclure des preuves en prétendant qu'ils étaient bouleversés lorsqu'ils ont avoué des crimes, nous ne condamnerions jamais personne. Les déclarations sont claires, sans ambiguïté et directement pertinentes pour les accusations. Requête rejetée, a répété le juge, l'air agacé. Chaque petite victoire semblait énorme. Chaque fois que le juge statuait en notre faveur, je voyais la confiance de mes parents se fissurer un peu plus. Maman a commencé à avoir l'air hagard. Le costume de papa semblait flotter sur lui. Valérie a cessé de me regarder dans les yeux. Entre les audiences, je me suis concentrée sur le rétablissement de mes grands-parents. L'infection de grand-père a finalement complètement disparu, bien qu'il ait eu besoin de kinésithérapie pendant des mois pour retrouver sa force. Le poids de grand-mère est revenu lentement, et la lumière est revenue dans ses yeux. Un après-midi, alors que j'aidais grand-mère avec ses exercices, elle m'a interrogée sur le procès. « Es-tu sûre de vouloir aller jusqu'au bout avec tout ça ?» a-t-elle dit. Le stress, la publicité, traînaient notre famille dans la boue. Ils se sont traînés eux-mêmes dans la boue. Je m'assure juste que tout le monde le voit. Mais que penseront les gens de nous? Ils penseront que vous êtes des survivants. Ils penseront que vous êtes courageux de témoigner. Ils penseront que votre petite fille vous aime assez pour se battre pour la justice. Elle a touché doucement mon visage. Je m'inquiète de ce que cela te fait. Toute cette colère et cette vengeance, ce n'est pas sain. Ce n'est pas de la vengeance, grand-mère. C'est de la responsabilité. Il y a une différence. Y en a-t-il une? Parfois, je n'arrive plus à faire la différence. Ces mots m'ont marqué. Cherchais-je la justice ou la vengeance? Où était la limite? J'y ai pensé pendant les longs trajets vers le tribunal, pendant les nuits blanches à préparer mon témoignage, pendant les moments calmes où la maison était silencieuse. La réponse m'est venue un soir en regardant grand-père travailler dans son atelier, restauré dans l'espace qui lui avait presque été volé. Il ne s'agissait pas de faire souffrir ma famille. Il s'agissait de s'assurer qu'il ne pourrait plus blesser personne d'autre. De montrer à d'autres familles que la maltraitance des personnes âgées a des conséquences. De rendre à mes grands-parents leur dignité. C'était ça, la justice. La vengeance aurait été de détruire leur vie simplement parce que je le pouvais. La justice, c'était de les tenir responsables par des moyens légaux, avec des preuves et une procédure régulière, en laissant le système déterminer leur sort. La distinction était importante. Le procès a duré 3 semaines. J'ai assisté à chaque journée, assise derrière mes grands-parents, m'assurant que mes parents me voyaient, m'assurant qu'ils comprenaient les conséquences de leurs actes. Le jury a délibéré pendant 6 heures. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Papa a écopé de 18 mois de prison avec sursis, assorti de travaux d'intérêt général et d'un dédommagement. Maman a reçu la même chose. Valérie a obtenu une probation et a été condamnée à payer 50 000 $ d'amende et de dédommagement. Les propriétaires de Riverside ont eu de la prison ferme, 3 ans chacun. Ce n'était pas assez. Rien ne serait jamais assez, mais c'était quelque chose.
La vie a lentement repris son cours normal, ou ce qui passait pour normal maintenant. Grand-mère a replanté son jardin. Grand-père a fini de restaurer un vieux bateau de pêche dans son atelier. J'ai pris un congé de mon travail à Denver et j'ai emménagé dans la chambre d'amis pour les aider pendant leur convalescence. Nous n'avons jamais parlé de maman, papa ou Valérie, sauf si des questions juridiques l'exigeaient. Ils ont essayé de nous contacter par l'intermédiaire de parents éloignés, en envoyant des lettres par des tiers, et se sont même présentés à l'église une fois jusqu'à ce que l'ordonnance restrictive soit appliquée. Chaque tentative a été accueillie par le silence. Un après-midi de décembre, alors que grand-mère et moi faisions des conserves de tomates du jardin, elle s'est tournée vers moi, les larmes aux yeux. « Tu as tant sacrifié pour nous », a-t-elle dit. « Ta carrière, ta vie à Denver, tes relations familiales. Je n'ai rien sacrifié d'important. Toi et grand-père êtes ma famille, la seule famille dont j'ai besoin. Pourtant, nous ne serons pas là pour toujours. Que adviendra-t-il de toi quand nous serons partis ? J'y avais pensé tard dans la nuit, quand la maison était silencieuse et que le poids de tout m'écrasait. J'honorerai votre mémoire en étant le genre de personne que vous m'avez élevé à être. Quelqu'un qui défend les gens qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. Grand-mère m'a serré dans ses bras, une étreinte qui sentait la tomate et son parfum de lavande. Tu le es déjà, ma chérie. Tu le es déjà. Le groupe de défense des droits des personnes âgées avec lequel j'avais travaillé m'a offert un poste de porte-parole et de consultante. Il voulait quelqu'un qui comprenait les aspects juridiques et émotionnels de la maltraitance des personnes âgées par expérience personnelle. J'ai accepté, pensant que je pourrais travailler à distance et continuer à aider mes grands-parents. Mon premier discours a eu lieu lors d'une audience législative de l'État sur le renforcement des lois de protection des aînés. Debout à ce podium, face à des rangées de législateurs et de militants, j'ai raconté notre histoire. J'ai montré des photos de grand-mère et grand-père à l'hôpital. J'ai lu des extraits des rapports médicaux. J'ai fait jouer l'enregistrement de Valérie disant qu'ils allaient mourir bientôt de toute façon. 3 mois plus tard, une nouvelle législation a été adoptée, une surveillance plus stricte des établissements de soins, des exigences de signalement obligatoires, des sanctions plus sévères pour la maltraitance et l'exploitation des personnes âgées. Ils l'ont appelée la « loi de protection Thomas et Ruth Winters ». Grand-père a pleuré en apprenant la nouvelle. « Quelque chose de bien est sorti de quelque chose d'horrible », a-t-il dit. « C'est comme ça que ça devrait marcher », ai-je répondu. Valérie a tenté une dernière fois de me contacter, en envoyant un long email par l'intermédiaire d'une connaissance commune. Il était plein d'excuses et de justifications, comment elle avait été influencée par nos parents, comment elle avait fait une erreur, comment elle voulait une chance de réparer les choses. L'email se terminait par une demande d'argent pour l'aider à payer ses amendes. Je l'ai supprimé sans répondre. Mes parents ont envoyé une lettre disant qu'ils avaient terminé leurs travaux d'intérêt général et voulaient se réconcilier. Ils ont inclus des photos d'eux faisant du bénévolat dans un autre centre pour personnes âgées, comme si cela effaçait ce qu'ils avaient fait. Grand-mère a lu la lettre une fois et me l'a rendue. Certaines choses ne peuvent être pardonnées. Certaines personnes ne méritent pas de seconde chance. J'ai brûlé la lettre dans la cheminée pendant que grand-père regardait. Bon débarras, a-t-il dit. La maison est devenue un lieu de rassemblement pour les gens qui comptaient. Nathan venait pour les dîners du dimanche avec sa famille. Le détective Morrison passait de temps en temps pour prendre des nouvelles de grand-mère et grand-père. Angela Martinez a fait un article de suivi sur leur rétablissement, montrant la maison rénovée et le jardin florissant. Des amis de ma vie à Denver venaient quand ils le pouvaient. Mon patron appelait régulièrement, gardant mon poste ouvert pour quand je serais prête à revenir. Mais plus je passais de temps dans cette maison, entourée d'amour et d'un but, moins j'avais envie de partir. « Es-tu heureuse ?» m'a demandé grand-père un matin autour d'un café. Oui, vraiment. Même après tout ça. Surtout après tout ça. Je sais qui compte vraiment maintenant. Je sais ce qui vaut la peine de se battre. Il a hoché la tête, satisfait. C'est la leçon la plus précieuse que l'on puisse apprendre. 2 ans après le procès, j'ai reçu un appel de Nathan. Mes parents avaient déposé une requête pour faire réduire leur dédommagement, invoquant des difficultés financières. Ils voulaient savoir si je témoignerais à l'audience.
Absolument, ai-je dit sans hésiter. L'audience a été brève. J'ai présenté des preuves du train de vie continu de mes parents, qui n'avaient en fait pas beaucoup changé malgré leurs affirmations. Papa conduisait toujours une voiture de luxe. Maman prenait toujours des vacances au spa. Ils avaient simplement redirigé l'argent loin des paiements de dédommagement. La juge a rejeté leur requête et a augmenté le calendrier de paiement. Peut-être que si vous ajustiez votre style de vie au lieu de tenter de contourner vos obligations légales, vous trouveriez les fonds disponibles, a-t-elle dit sèchement. En sortant du palais de justice, j'ai vu maman debout près de leur voiture. Elle avait l'air plus vieille, fatiguée. Pendant une seconde, j'ai presque eu pitié d'elle. Puis je me suis souvenu des joues creuses de grand-mère dans ce lit d'hôpital, des escarres infectés de grand-père, de la peur dans leurs yeux quand ils parlaient de Riverside. J'ai continué à marcher. Ce soir-là, je me suis assise sur le porche avec grand-mère et grand-père, regardant le coucher de soleil peindre le ciel en orange et rose. Le jardin était en pleine floraison. Les carillons éoliens tintaient dans la brise. Tout était paisible. « Dis-moi quelque chose », a dit grand-mère. « Regrettes-tu quoi que ce soit ? Les combats, les procès, couper les ponts avec tes parents. » J'y ai réfléchi attentivement. Je regrette que ce fût nécessaire. Je regrette que des gens avec qui je partageais de l'ADN se soient révélés capables d'une telle cruauté. Mais je ne regrette pas de vous avoir protégé. Je le referai 1000 fois. Même si cela t'a coûté ta famille ? Cela ne m'a pas coûté ma famille. Cela m'a montré qui est ma vraie famille. Grand-père s'est penché et m'a serré la main. Le meilleur investissement que nous ayons jamais fait, c'est de t'élever. Le meilleur investissement que j'ai jamais fait, c'est de rembourser cette maison. Nous sommes restés assis ensemble jusqu'à ce que les étoiles apparaissent. 3 personnes liées par l'amour plutôt que par l'obligation, par le choix plutôt que par les circonstances. La maison autour de nous se tenait solide et sûre, servant enfin son véritable but, abriter les gens qui le méritaient le plus. Parfois, la justice est lente. Parfois, elle est imparfaite. Mais quand on se bat pour les bonnes raisons, quand on défend ceux qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes, quand on refuse de laisser la cruauté impunie, on crée quelque chose qui compte plus que la vengeance. On crée un héritage d'amour. Et à la fin, c'est la seule chose qui compte vraiment.